C'est pour ça qu'on fait appel aux économistes. Philippe de Sertine est professeur de finance à la Sorbonne. Il est également directeur de l'Institut des hautes finances. C'est un passionné d'opéra, c'est un passionné de street art. Il vient de publier un livre tout à fait intéressant qui s'intitule « Le fantôme de l'Élysée ». C'est un livre dans lequel il imagine un dialogue incroyable à l'Élysée entre un banquier suisse et François Hollande. Mais le banquier suisse est aussi ministre des Finances de la France entre 1777 et 1781, c'est Necker. Et les deux hommes vont faire le même constat sur le même pays à 200 ans de distance. Il y a les mêmes soucis, des dettes incommensurables, des finances publiques qui sont dégradées, un chômage qui est présent, etc., etc. Il n'y en a qu'un qui peut se poser la bonne question. C'est François Hollande. Les mêmes causes peuvent-elles provoquer les mêmes effets? Avec une déflagration sociale, avec une révolution et un raccourcissement des dettes. Il n'y a que lui qui est concerné. Necker a déjà payé. Je vous demande d'applaudir Philippe de Sertine. Philippe de Sertine avec deux questions, si vous le permettez au moins, mais j'imagine que vous répondrez à plus que cela. La première, les fameux petits clignotants de croissance, dans lesquels il faut ajouter évidemment le prix du baril de pétrole à la baisse, également la nouvelle parité euro-dollar, et puis aussi les politiques divergences désormais entre la BCE et la Fed, d'une part. Donc tout ceci entraîne quoi? Et la deuxième question, c'est si les tendances d'aujourd'hui devaient se poursuivre, vers où irions-nous? Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Ravi d'être ce matin parmi vous. L'intitulé de la conférence que je voulais vous faire, c'est « Échanger, mais pourquoi ?» Alors vraiment, tout de suite, la réponse peut-être qui va aller dans le sens de ce que vous évoquez. Changer parce que ce week-end, c'est l'heure d'été. Vous l'avez peut-être oublié, mais vous allez devoir avancer vos montres d'une heure. Parce que c'est le printemps, parce que c'est bientôt l'été économique. Alors, je vais vous demander un effort d'imagination, vraiment un très très gros effort d'imagination. Vous allez voir en face de vous Evelyne Delia. Donc, je suis Evelyne Delia. Oui, j'en vois, on entend qui rigole. Donc, je suis Evelyne Delia. Nous sommes le début d'un week-end et je vais vous annoncer la météo économique du week-end. La météo économique du week-end, vous sortez, on est d'accord, d'une période de froid, d'une période d'hiver très très longue. Vous dites enfin, je vais pouvoir en profiter un tout petit peu. Et là, la surprise par rapport à tout ce qui avait été annoncé jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire très grand beau temps. Mais alors vraiment, le beau temps parfait. Vous allez avoir du soleil, de la chaleur, pas trop quand même, vous voyez, ni trop chaud, ni trop froid. La nuit, il fera un peu plus frais pour que vous dormez bien. La nuit, il va pleuvoir aussi, parce que c'est important qu'il pleuve. Enfin, bref, c'est exceptionnel. Nous avons une météo économique absolument incroyable. Je précise bien économique. Le week-end n'est pas terrible, je vous le signale tout de suite. Il va faire froid, il va y avoir de la pluie. Mais enfin, en économie, non, il va faire très beau. Très, très beau, extraordinairement beau. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en train de revoir tous les chiffres de croissance. Ah oui, peut-être il faut le préciser, à l'ouest. Enfin, au vrai l'ouest, c'est-à-dire au vrai Occident, en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe. Le Japon, normalement, fait partie de l'Occident, mais là, on va dire qu'il semble quand même qu'il y ait quelques nuages qui nous inquiètent un peu, et surtout, il est rattaché à un continent qui, semble-t-il, aurait peut-être du temps un peu moins beau en prévision, et ce continent n'est pas négligeable, il s'appelle l'Asie. Nous, en ce qui concerne l'Occident, vraiment extraordinaire perspective de croissance, je le disais, plus forte, beaucoup plus forte que prévu. Chaque jour, vous allez le constater, ça va commencer vraiment à se faire sentir sur le terrain. Bon, quand on fait de la prévision économique, on manipule des grandes données macroéconomiques et souvent on a le sentiment, lorsque l'on est en train de regarder les comptes, comme vous les avez regardés ceux de votre association tout à l'heure, qu'on a un certain décalage avec les commentaires. Non, là, nous commençons à voir vraiment les effets sur le terrain et ce sont des effets réels, des effets durables. La croissance, je le disais, l'année dernière, on la prévoyait à 0,8, si on était à peu près réaliste, à 1% en ce qui concerne le gouvernement. On n'est pas loin, probablement, d'être à 1,5, voire 1,8, si réellement la période que nous connaissons se poursuit telle qu'on l'attendait. C'est 2015, et si nous avons un prolongement, 2016 devrait être encore mieux.
Tous les indices le démontrent, et en particulier évidemment les indices boursiers. La bourse est en train de gagner avec des progressions absolument extraordinaires. Alors évidemment, la bourse en Europe n'a pas le même effet qu'elle peut l'avoir en Angleterre ou aux États-Unis. On va dire l'avantage boursier ne se communique pas autant à l'économie qu'il se communique aux États-Unis, où par exemple la plupart des Américains, on va dire normaux ou aisés, de la classe moyenne, ont des portefeuilles boursiers. Lorsque la bourse, comme c'est le cas en Europe, est en train de prendre 20-25% en 3 mois, les gens immédiatement se rendent compte qu'ils sont plus riches et ils consomment, ce qui est aussi, entre parenthèses, un des réflexes très américains, beaucoup plus américains qu'européens. Néanmoins, la bourse qui s'améliore très fortement va communiquer un certain nombre d'aspects positifs. Je vais y revenir peut-être tout à l'heure. Normalement, ça devrait aussi nous permettre d'espérer un redémarrage de cet aspect crucial qui est l'investissement. Nous sommes avec des perspectives également qui s'améliorent partout grâce à cette croissance. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Le déficit public devrait se réduire. Il se réduit sous les effets conjugués de l'amélioration de l'entrée fiscale et du fait que, on le pense par rapport aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure, nous devrions avoir une réduction du chômage, et quand le chômage se réduit, ce sont aussi les dépenses publiques qui diminuent assez sensiblement. Donc nous sommes dans une conjoncture réellement extraordinaire. Alors Evelyne Delia a un tout petit peu de temps, donc elle vous dit, peut-être je vous explique quels sont les anticyclones. Les anticyclones, vous les avez évoqués tout à l'heure rapidement, on peut les rappeler, ce sont deux anticyclones extraordinairement puissants. Quand je dis extraordinairement puissants, c'est qu'ils sont à la fois incroyables en termes d'impact économique, la puissance, et extraordinaires, c'est-à-dire comme on en a rarement vu, non, corrigeons, comme on n'en a jamais vu quasiment dans l'histoire économique, en tout cas conjugué de cette manière. Le premier anticyclone, c'est en effet l'impression monétaire. La BCE a décidé de rentrer dans un programme d'injection de monnaie à l'intérieur de l'économie, qui est un programme absolument historique, venant après celui des États-Unis, celui du Japon et celui de la Banque d'Angleterre, on va dire en ce qui concerne les grands pays d'Occident. L'injection économique, ça veut dire quoi? On va dire le PIB, la production économique de la zone euro, grosso modo, c'est 11 000 milliards de dollars. 11 000 milliards de dollars, juste la zone euro. Donc quand vous produisez 11 000 milliards de dollars, on a mis à côté l'ombre 11 000 milliards d'euros, hein, c'est-à-dire la monnaie, normalement, doit accompagner la production. La monnaie est un symbole, il est très important que le symbole soit en phase avec la réalité. Ce qu'a décidé la BCE, c'est donc d'injecter sur 19 mois au minimum 1 140 milliards d'euros, c'est-à-dire 60 milliards d'euros par mois à partir de ce mois de mars. Le programme a commencé et nous avons cette liquidité qui s'injecte en effet à l'intérieur de l'économie. Disons-le aujourd'hui, on suppose que 1140 milliards est un premier chiffre, puisqu'il est pratiquement impossible d'imaginer un arrêt brutal, et que donc si nous sommes sur plutôt une vingtaine de mois, presque 2 ans, eh bien nous devrions monter à 1500 milliards d'euros injectés par la BCE. 1500 milliards par rapport à 11 000 milliards, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre presque 15% de monnaie en plus. On a utilisé cette image aux États-Unis, enfin c'était le patron de la Banque centrale américaine qui avait utilisé cette image, c'est l'hélicoptère à monnaie qui commence à laisser tomber les billets. Nous, on va dire même c'est le Canadair, quoi. Vous avez une énorme masse de monnaie qui tombe sur l'économie. Alors on le disait, normalement, la monnaie et la production réelle, ça doit suivre. Là, nous allons avoir 15% de monnaie en plus, brutalement, qui va être injectée. L'idée iconoclaste, alors on dit non conventionnelle, vous voyez, c'est de dire que les agents économiques vont recevoir de l'argent. Quand vous recevez des billets de banque sur la tête, au début vous dites « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Puis après vous êtes quand même assez content. Et là, l'idée, c'est que les agents économiques vont commencer à pédaler très très vite pour essayer que la production se réajuste à la masse monétaire. En disant, normalement, les gens, quand ils vont voir qu'il y a plein d'argent, eh bien, ils vont dire « il faut que je produise pour que cette monnaie ait un sens ». Alors, on est bien d'accord, normalement. Hein, cela étant, quand même, vous recevez les billets, au début, vous avez quand même tendance à le faire. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on a bien un effet bénéfique qui est difficile à chiffrer parce qu'on n'est pas totalement certain que l'économie réelle va répondre.
En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez plein de monnaie comme ça brutalement, le premier effet normal, c'est que vous avez dilué votre monnaie. Alors la dilution de monnaie, vous voyez, vous avez 11 000 milliards avant 11 000 milliards, maintenant vous avez 11 000 milliards et à côté 12 140. Donc vous avez dilué votre euro. Alors l'effet de la dilution, c'est quoi? Immédiatement, c'est de faire baisser la valeur de l'euro. C'est normal, on a beaucoup trop d'euros maintenant par rapport à notre production, la valeur de l'euro tombe. Alors elle tombe de manière extraordinaire là aussi. On est vraiment dans quelque chose d'historique. La perte de valeur de l'euro a été extrêmement brutale, tellement brutale que maintenant on commence à parler d'effondrement de la monnaie et qu'on commence à dire qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe trop bas quand même. Puisqu'évidemment, une monnaie qui tombe, ça veut dire que les capitaux s'enfuient, ça veut dire qu'on n'a plus confiance en elle. On voudrait juste que cette chute de la monnaie permette de l'exportation, ce qui est le cas aujourd'hui, mais que néanmoins, elle reste à un niveau suffisamment fort pour que la confiance demeure, non seulement de l'extérieur pour notre zone, mais surtout de l'intérieur, qui est bien entendu l'élément primordial qui nous intéresse tous. Donc là, évidemment, on voit peut-être un léger bémol dans l'affaire. Le léger bémol, d'ailleurs, les États-Unis n'ont pas tardé à l'identifier. C'est le fait que quand l'euro s'effondre et que le dollar monte dans le même temps, puisque la Banque centrale américaine, elle, a arrêté l'hélicoptère à monnaie, donc évidemment, le dollar, lui, a tendance à monter beaucoup plus fort, eh bien, ça crée des tensions de plus en plus fortes aussi en matière de commerce international. Donc vous avez un très gros avantage commercial quand vous exportez. Donc évidemment, vous avez vos prix pratiquement qui s'améliorent par rapport à votre importateur, grosso modo de 20-30% en ce moment. C'est vraiment exceptionnel. Ce sont des soldes incroyables qui fait que vous vendez très bien. Mais en face de vous, évidemment, celui qui était le producteur dans le pays importateur, lui, il rigole pas tellement. Alors on voit bien qu'en ce moment, les lobbies aux États-Unis commencent à faire vraiment beaucoup d'actions auprès du gouvernement en disant ça va plus du tout. Alors les lobbies concernés, vous voyez par exemple l'agriculture, en disant le maïs américain, c'est à quelques OGM près le même que le maïs européen. Et si le maïs européen a perdu 30% de valeur, je ne vends plus mon maïs américain. On a le même problème dans l'aéronautique. Les avions, les Airbus et les Boeing se ressemblent beaucoup. Et donc là, nous avons aujourd'hui, par exemple, l'aéronautique commence à faire un très gros lobby aux États-Unis en disant il y a un vrai souci, un vrai problème, un avantage concurrentiel que nous ne pouvons pas accepter longuement. Alors vous me direz que les Américains sont malvenus pour nous donner des leçons en matière d'hélicoptères monétaires, mais le fait est que l'on voit les premières réactions qui apparaissent. On les a de la même manière, par exemple, en Grande-Bretagne, qui est en train de souffrir beaucoup de la suréppréciation de la livre. Alors ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que ce premier anticyclone, il est réel, extrêmement puissant, extrêmement fort, mais il faut faire attention parce qu'il peut s'arrêter. Et là, comme on le disait tout à l'heure, les prévisions pour le week-end sont bien meilleures que prévues. Attention, on ne sait pas trop quand l'anticyclone va s'arrêter. Il va s'arrêter quand? Eh bien, il va s'arrêter quand on aura un signal objectif qui va venir probablement des États-Unis. Ça veut dire le moment où les taux vont monter. Est-ce que les Américains vont attendre la fin du programme européen pour monter leurs taux? On pense que non. Ou est-ce qu'ils vont effectivement augmenter les taux, par exemple en juin, par exemple en octobre? Et là, nous rentrerions dans une situation en effet inédite de déconnexion complète des deux politiques des grandes banques centrales, américaines et européennes, et sincèrement, on ne sait pas trop où on ira. Ce que l'on pense, c'est que la tension sur les taux risquerait de remettre une tension sur l'euro et obliger peut-être soit à limiter le programme de quantitative easing européen, soit à augmenter les taux en Europe pour essayer de ne pas laisser tomber trop bas la monnaie européenne. Donc attention quand même, cet anticyclone-là, il est peut-être un peu périlleux. Rappelons que nous, Français, à la limite, nous avons peut-être un certain recul par rapport à cela. Quand je vous disais qu'historiquement, on n'a pas beaucoup d'exemples d'une planche à billets qui fonctionne à ce point, si on en a un, nous en Europe, on en a, enfin même on en a deux, ils sont relativement anciens. 1721, c'était l'expérience de Lass, on prononçait en français, c'était en fait un Écossais qui s'appelait Laws, mais on avait traduit Lass pour que Jean Lass, on l'appelait, il s'appelait John Law.
Il était ministre des Finances du Régent en 1721. Il y a une très bonne pièce à Paris en ce moment qui rappelle son système. Ça s'est fini par la banqueroute et par la ruine des épargnants français de l'époque. Monsieur Lasse a fini à Venise en se remettant à parler italien dès qu'il entendait parler français dans son dos, persuadé qu'on était venu lui faire la peau. Le deuxième moment où on a fait la même chose, c'est effectivement celui que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est dans les années 1790. On a recommencé à imprimer de l'argent. À l'époque, ça s'appelait des assignats. En février 1796, devant la population parisienne très grave réunie place Vendôme, on décide de brûler les machines diaboliques. Les machines habillées, la presse habillée apportent de la croissance, mais attention, quand elle s'arrête, c'est redoutable. Notons d'ailleurs qu'en septembre 1797, pour la dernière fois jusqu'à ce jour, la France a fait défaut sur sa dette. C'est ce qu'on a appelé la banqueroute des 2 tiers. La France a dit qu'elle ne rembourserait pas les 2 tiers de sa dette. Ça a été un tel traumatisme que pendant plus de 150 ans, les hommes politiques français ont dit plus jamais cet excès de dette. 150 ans, vous voyez, par rapport à 1797, ça nous met à peu près dans les années 60. Vous voyez, un premier général qui était à la tête de l'État français était obsédé par ça, il s'appelait Bonaparte. Un autre général que vous avez vu tout à l'heure était obsédé par la dette, il s'appelait De Gaulle. On va dire depuis 150 ans, ça y est, là maintenant, on a un peu oublié, ça va mieux, on accepte d'avoir une dette beaucoup plus forte. Évidemment, là, quand je suis en train de parler de l'arrêt de ce deuxième anticyclone, ça n'est pas nécessairement bon signe de ce point de vue. Deuxième anticyclone absolument majeur, vous l'avez évoqué également, c'est celui du pétrole. Cet anticyclone-là est encore plus spectaculaire et a encore plus d'effets. On estime aujourd'hui que, vous voyez, si on n'est pas très sûr, honnêtement, que l'injection de monnaie a tellement d'effets bénéfiques, en revanche, la baisse du prix du pétrole, ça fait aucun doute. Pourquoi? Parce que là, vraiment, vous le communiquez directement à l'économie. Ce n'est pas un artifice financier. C'est d'un seul coup les prix qui baissent à la pompe. Vous voyez, si on va dire qu'à l'échelle du monde, la valeur des échanges de l'énergie, donc si on est sur un PIB, vous voyez, une production globale, on a dit l'euro 11 000 milliards, globalement le monde, c'est à peu près 70 000 milliards. Eh bien, l'énergie, c'est pratiquement 10 000 milliards. Rien que les échanges d'énergie, c'est pratiquement 10 000 milliards. Vous divisez le prix de l'énergie en deux, vous libérez 5 000 milliards de monnaie qui tombent à nouveau sur la tête des agents économiques. Vous voyez, avant, c'était bloqué pour payer de l'énergie, pour en extraire et pour en faire le commerce. Tout d'un coup, c'est disponible. Donc, c'est une sorte d'autre quantitative easing massif. Vous envoyez de la monnaie disponible et là, pour le coup, les acteurs économiques dont vous êtes, ils la reçoivent directement. Alors, comme tout à l'heure, vous recevez votre paquet de billets sur la tête, vous êtes un peu sonné. Au début, vous ne réagissez pas nécessairement. C'est-à-dire que cette monnaie, elle est un peu stérilisée au départ. C'est ça qui nous donne la déflation. On dit, bah oui, les prix, mes coûts ont baissé, bah, je fais baisser les prix. Donc, on a ce principe de déflation qu'on voit vraiment lié à la baisse du prix de l'énergie. Puis après, évidemment, on se dit, bah, peut-être ça va permettre d'augmenter les marges par rapport à mon client, qui lui-même a moins de coûts d'énergie à payer. Et donc, on peut avoir là vraiment un effet très fort en termes de croissance. Je vous disais tout à l'heure, on estime que la croissance européenne liée au prix de l'énergie pourrait augmenter presque de 1% par rapport aux prévisions. C'est pour ça, quand je vous disais, vous voyez, 0,8 prévu, toutes choses égales par ailleurs, vous rajoutez plus 1, ça nous fait plus 1,8 pour cette année. Donc on est vraiment là avec un effet exceptionnel, extraordinaire, un effet réel. Alors Evelyne, là, nous dit, c'est l'anticyclone probablement le plus puissant, c'est l'anticyclone probablement le plus intéressant. Mais Evelyne, après, quand même, vous dit, attention, celui-là, il a aussi des risques d'orage peut-être encore plus forts que le précédent. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Occident. L'Occident, oui, bénéficie à plein régime de la baisse des prix du pétrole. Mais s'il y en a un qui bénéficie à plein régime, ça veut dire qu'il y en a un autre qui a une perte à plein régime également. L'autre, c'est qui? C'est tous les pays qui produisent du pétrole, évidemment. Quand le pétrole aujourd'hui est à 55 $ le baril, voire même tombe en dessous des 50, voire même pourrait avoisiner les 40 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de pays producteurs de pétrole, pardon, j'en bafouille, ne tiennent plus la route. Alors on peut en évoquer quelques-uns. La Russie, vous voyez, c'est un Européen, il produit de l'énergie, malheureusement il est fondé que sur le pétrole et le gaz, qui s'effondrent tout autant, il ne tient plus la route au prix actuel. Vous allez dire, on s'en fiche, non, la Russie? Non, vous avez noté que quand M. Vladimir Poutine, le ci-devant président russe, est préoccupé, eh bien, ça finit par nous préoccuper aussi. D'ailleurs, on note que le baril de pétrole avait beaucoup baissé en 2008 et que tout d'un coup, on avait trouvé les chars russes en Géorgie, enfin à l'époque en Ossétie du Sud, et qu'on avait dû essayer de le repousser.
Ça avait été compliqué, ça avait été beaucoup plus simple quand le pétrole avait recommencé à monter. Là, il avait dit, bon, ok, on va discuter. Actuellement, est-ce que la crise ukrainienne est résolue? Est-ce qu'on ne craint pas d'autres crises en Mitteleuropa? Les pays baltes sont en ce moment, à l'intérieur de l'Europe, terrorisés par ce qu'ils sont en train de voir. Eh bien, oui, on craint une crise tant que le prix du pétrole est à ce prix-là. Donc, c'est aussi clair que ça dans l'équation. On peut prolonger et on peut aller vite. Ce n'est pas vraiment l'idée de vous donner le frisson, c'est juste quand même avoir conscience du problème. Un autre pays qui ne tient pas du tout, il est proche de nous aussi, plus proche de nous Français, c'est l'Algérie. L'Algérie, au prix du gaz et du pétrole actuel, ne tient pas. Et c'est pareil, quand l'Algérie ne tient pas, ça va avoir une signification, ça a une signification en Europe, ça a une signification en France. Tout le Moyen-Orient, en ce moment, ne tient pas. L'Iran nous a expliqué qu'ils ont essayé de refaire leur budget à 50 $ le baril. C'est pas possible. Ils tournent comme on veut l'équation, c'est pas possible. Alors on va dire c'est le hasard, mais là, en ce moment, le nucléaire iranien refait parler de lui. Les Iraniens ont décidé d'appuyer le Yémen. Les Saoudiens sont en train de leur taper dessus. C'est le hasard. C'est le hasard si toute cette zone est déstabilisée parce que, du point de vue de la dépense publique, ils ne tiennent plus. Je continue avec le Nigeria, Boko Haram. Boko Haram, là, on commence à apprendre ce nom assez tragique et assez dramatique. Pourquoi? Mais parce que l'État nigérien, aujourd'hui, n'arrive plus à payer ses soldats, sa police, ses hôpitaux, etc. L'État nigérian qui produit du pétrole, à ce prix-là, ne tient pas. Le Venezuela ne tient pas, l'Équateur ne tient pas. Au Brésil, vous avez peut-être noté qu'un scandale pétrolier est en train de mettre en danger cet immense pays. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où la baisse des prix de l'énergie incroyable que l'on appelle le contre-choc énergétique, eh bien, est aussi une situation incroyablement explosive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce deuxième anticyclone, Evelyne, il va s'arrêter lui aussi. Il va s'arrêter quand? Quand les prix du pétrole vont augmenter. Et ça, ce n'est pas un truc naturel. C'est le jour où les Américains, en grand, et les Saoudiens, en petit, vont le décider. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, il y a moins de demandes, on produit moins. C'est tout simple. On sait comment faire. Pour le moment, les robinets ont été laissés grands ouverts. Le jour où on commence à les fermer comme on devrait, eh bien, à ce moment-là, le prix du pétrole va remonter. Et tout d'un coup, le calme va revenir. Évidemment, pour nous, la croissance supplémentaire risque alors d'être un tout petit peu en panne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je suis acteur économique en France, je comprends que j'ai une super conjoncture, extraordinaire, je dois en profiter à plein régime. Et je dois garder l'œil sur deux indicateurs, remontée des taux ailleurs qu'en Europe, mais qui va nous concerner, remontée du pétrole ailleurs qu'en Europe, mais qui va nous concerner. Ce sont les deux informations primordiales qu'il faudra regarder, quel que soit le secteur d'activité, demain. Enfin, quand je dis demain, on va dire en ce qui concerne les taux, probablement à partir de juin, on verra aux États-Unis ce qui va se passer. Alors tout ça nous amène à quoi comme remarque ou comme idée? Comment on peut essayer, on va dire, de profiter de cet anticyclone qui s'annonce pour le week-end? Donc là, vraiment, je vous dis clairement, il ne faut pas aller à la plage, quoi, hein. Ce n'est pas le fait, on va en profiter, les vacances, etc. Ça va être le moment d'aller au jardin, de profiter au maximum de ce beau temps. En clair, concrètement, ça veut dire investir. Ce que nous devons faire tant que la conjoncture est bonne, c'est investir, 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 investir massivement. D'abord parce que nous, en Europe, pour la plupart, nous avons un vrai problème d'investissement. On va dire, les Allemands et les Français ont leur investissement qui stagne depuis plusieurs années. Les Italiens ont leur investissement qui s'effondre. Les seuls qui, en ce moment, en Europe, s'en sortent bien, ce sont les Espagnols. Les Espagnols, depuis 2 ans, ont repris de l'investissement massif, et cet investissement, évidemment, est très porteur en ce qui concerne leur économie. Investir, c'est préparer le futur, c'est préparer le moment où les nuages vont revenir. Alors, ça veut dire quoi quand on dit investir? Ça veut dire qu'on doit tout orienter vers l'investissement. Alors, juste au passage, peut-être la question publique. Je fais partie d'une institution qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques. Notre but, enfin moi en tout cas j'y suis, pour essayer de limiter au maximum le déficit public. J'ai fait, même pour qu'il n'y ait plus de déficit si possible, hein, en repensant à M. Necker et M. Louis XVI, peut-être à M. Louis XVI surtout, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et j'ai fait partie pourtant aussi d'une commission qui s'appelait la commission du grand emprunt, qui était l'idée d'un emprunt public. Pourquoi? Pour faire de l'investissement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est du déficit pour faire de la dépense.
du déficit pour faire de la dépense, ça nous pose un vrai souci, on va dire philosophique, de dire on a une grosse grippe au mois de janvier-février 2015, eh bien nos enfants et petits-enfants auront à payer de la dette parce que ça fait du déficit de sécu. C'est quand même légèrement gênant, parce qu'évidemment, la grippe, en ce qui les concerne, ils l'auront peut-être toujours, et ils auront du mal à payer celle de 10, 15, 20, 50 ans en arrière. En revanche, faire on va dire de la dépense publique, voire même de la dette pour de l'investissement, là, nos enfants, petits-enfants, ils seront peut-être très, très contents de dire c'est génial d'y avoir pensé à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en forme l'investissement, ça doit être l'idée fondamentale, par exemple, déjà, de l'État. Nous avons eu une révision du chiffre du déficit public formidable, il est à 4 au lieu de 4,4. Honnêtement, par rapport à l'Europe, c'est bien que nous ayons cette nouvelle à annoncer. Mais quand on regarde d'où vient la bonne nouvelle, évidemment, c'est là qu'on peut avoir un certain nombre de réserves. Les dépenses, on continue d'augmenter, même le déficit de la Sécu, s'il est un peu moins fort que prévu, c'est quand même un déficit. En revanche, qu'est-ce qui améliore notre budget public? C'est qu'on a eu des grosses rentrées fiscales, donc on impose beaucoup. Et quand on impose, évidemment, on envoie un mauvais signal à l'investissement. Et deux, même encore plus clair, on arrête d'investir, notamment à l'intérieur des collectivités locales. Donc, si le fait de réduire le déficit, ça passe par une augmentation des dépenses et un arrêt de l'investissement, alors là, on a absolument tout faux. Deuxième élément du point de vue de l'investissement, c'est qu'il doit donc s'appuyer majoritairement sur ces conditions exceptionnelles que sont les conditions du financement privé. Notre idée et l'approche que l'on doit avoir, c'est de dire que cette espèce de situation absolument incroyable, et on doit avoir conscience qu'elle est incroyable, quand on dit incroyable, ça veut dire qu'elle ne durera pas. Je le répète et je crois qu'il faut vraiment insister. Nous avons relancé la voiture financière en marche arrière. En clair, nous fonctionnons à l'envers de la normale. Nous sommes, par exemple, avec des taux négatifs. Des taux négatifs. On doit bien se rendre compte que dans 50 ans, à prochain congrès de la DLR, on racontera ça à nos enfants ou à nos petits-enfants. Nous avons connu un moment où quand tu avais de l'argent, eh bien, tu devais payer. Quand tu voulais prêter, eh bien, tu devais payer. Et quand tu avais besoin d'argent, eh bien, on te disait « je vous fais un chèque en plus parce que vraiment, merci beaucoup ». Là, on est d'accord que d'un point de vue économique, quand vous en bénéficiez, on fonce. L'État français est en train de dire exactement ça. Mais vous devez quand même avoir l'idée que sur l'autoroute, vous avez décidé d'y aller, d'avancer en marche arrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il va falloir vraiment, si on ne veut pas faire chauffer, exploser le moteur, se remettre normalement en marche avant et trouver les vitesses les unes après les autres, comme une économie normale doit fonctionner. Nous sommes dans cette situation, effectivement, où les conditions d'investissement sont extraordinaires. On doit en profiter, mais vraiment le plus vite possible, parce que par définition, elles ne pourront pas durer éternellement. Je dirais même qu'il vaudrait mieux qu'elles ne durent pas éternellement. La marche arrière très longuement, ça fait sauter le moteur si on est vraiment à plein régime. Donc c'est très important qu'on en profite. C'est très important qu'on consacre tout ça vers l'investissement et pas vers de la dépense, et qu'en revanche, évidemment, on se prépare au moment normal où il faudra reprendre la marche avant classique. Troisième élément, par rapport à cet investissement, un investissement souple. Et c'est là, bien sûr, où, quand vous m'avez demandé d'intervenir dans votre congrès, j'étais particulièrement intéressé. Vous représentez exactement ces deux axes absolument essentiels. Des zones où l'on va pouvoir utiliser l'investissement à plein régime le plus vite possible et où on va pouvoir utiliser le financement de l'investissement. Ça, c'est formidable. C'est exactement ce dont a besoin une économie comme la France. Non pas d'avoir un investissement qu'on dira pendant 20 ans on va l'utiliser, non, un investissement qu'on utilise à plein tout de suite parce qu'on sait que les nuages peuvent revenir et quand les nuages vont revenir, plus on aura remis à flot notre investissement, mieux ça fonctionnera. Vous utilisez et vous pouvez utiliser à plein, donc par conséquent les conditions exceptionnelles de financement. Et là pour le coup vous pourrez les utiliser durablement. Et surtout, troisième élément lié notamment à ce principe de location, on va dire qui semble effectivement un mot rapide ou connu de tout le monde, c'est cette idée de souplesse. La souplesse est absolument majeure aujourd'hui dans la situation que nous évoquons par rapport à la relance de l'investissement absolument nécessaire. Alors évidemment, la souplesse, elle doit nous permettre d'aller vers un secteur qui est un secteur catastrophique, sinistré dans l'économie que française en matière occidentale, qui est la construction. Nous avons accumulé les erreurs les unes après les autres, dont l'une des principales est de ne pas avoir pensé qu'il était possible d'utiliser de l'investissement privé pour essayer de lancer à fond
la construction quand, justement, l'investissement public risquait de connaître quelques défaillances. C'est dramatique. C'est dramatique. Probablement que dans l'histoire, on reviendra sur cette période en disant « mais comment on a pu passer à côté d'un potentiel de croissance aussi fort ?» Le différentiel de croissance avec l'Allemagne que nous avons, il serait en grande partie comblé si nous avions eu de la construction juste normale. Donc là, quand on parle de souplesse, c'est la souplesse qui doit permettre de redonner le coup d'accélérateur à la construction, qui est le segment absolument nécessaire, absolument indispensable, sur lequel la France est en panne. Elle est en panne, elle sait pourquoi, à cause de ses réglementations, à cause de son mode de fonctionnement, à cause des décisions publiques qui ont toutes été dans le mauvais sens. Donc l'investissement souple, il doit permettre de réagir dès lors que, on va dire, sur ce secteur, le beau temps, l'éclaircie apparaît. On a les premiers signes, mais attention, répétons-le, les premiers signes, il ne faudrait pas qu'ils arrivent trop tard, notamment si d'autres signes redeviennent négatifs. Quand on évoquait la remontée des taux, on sait que la remontée des taux, immédiatement, elle se communique au secteur de la construction. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel, en accéléré, on doit foncer, dans lequel on doit utiliser toute la capacité de souplesse de l'investissement français. Mais la souplesse, elle est encore plus indispensable si on essaie d'avoir juste une vision un peu plus long terme. Et ça, pour le coup, du point de vue européen, du point de vue français, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ce que nous vivons aujourd'hui, on utilise le terme de crise, il est probablement inapproprié. Et je le répète, vous l'avez peut-être senti dans mes mots, la crise qui commence en 2007, qui est liée à un dysfonctionnement majeur, c'est la dette occidentale. Cette crise, en réalité, elle est toujours là. Nous sommes toujours malades de cette dette, nous arrivons juste pour le moment à en contrarier les effets. Cette crise, elle est annonciatrice de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus positif. Le fait que nous basculons dans un nouveau modèle économique. Cette bascule, elle est encore plus impressionnante que toutes celles qu'on a pu voir dans l'histoire, et même dans l'histoire lointaine, en remontant soit au 19e, soit au 18e, et voire même au-delà. C'est quelque chose que probablement on n'a jamais vu à l'échelle de la planète avec une intensité pareille. Le changement de modèle, c'est un changement de modèle que nous permet notamment l'avancée prodigieuse de la science et l'application de la science au modèle économique. Peut-être vraiment en allant très très vite, en évoquant, on va dire, quatre grands champs sur lesquels on voit les choses changer. On a l'énergie. L'énergie, c'est un vrai souci parce que tout à l'heure, nous l'avons dit, le prix de l'énergie baisse, notamment parce que nous avons une première petite révolution, mais énorme en termes de coûts, qui est la révolution du gaz de schiste. C'est une révolution intéressante, elle fait baisser les prix. On a décuplé les réserves mondiales en matière d'énergie fossile, mais on sait qu'elle ne règle rien parce qu'elle nous conduit à rester dans l'ancien modèle, c'est-à-dire celui où on utilise l'énergie fossile, où on fonctionne toujours comme avant. On sait que le problème du réchauffement climatique est un problème supposant vraiment un changement total d'approche par rapport à la question énergétique, et notamment, évidemment, cette idée de transition vers une énergie éternelle qui nous permettrait justement d'avoir quelque chose qui ne poserait plus problème à la planète, quelle que soit la population, aux 7 milliards 300 millions que nous sommes aujourd'hui, ou aux 11 milliards que nous serons à la fin du siècle, ou peut-être 16 milliards au-delà. Nous savons que 11 milliards, 16 milliards d'êtres humains, c'est gérable, mais pas avec le modèle d'aujourd'hui, et notamment pas avec le modèle énergétique. Une remarque au passage, en matière énergétique, les Européens, et alors là pour le coup les Français, sont parmi les plus innovants. Nos savants, depuis des décennies, sont les plus en pointe sur la question énergétique, qui nous a conduit dans l'ancien monde à chaque fois à essayer d'être un peu en avance par rapport à, on va dire, la technologie classique ou à l'approche classique qui était utilisée jusque-là. Deuxième domaine extraordinaire, celui de l'agriculture. L'agriculture a un défi absolument prodigieux, c'est celui de nourrir et d'abreuver en eau potable les 7 milliards 300 millions d'êtres humains et la croissance démographique que j'évoquais à l'instant. La science en agriculture nous dit qu'il n'y a aucun problème. Nous avons deux révolutions, alors on l'utilise en français, même si pour la première, elle a été parfois connotée dans les années 60-70. On parle de la révolution verte et bleue.
verte pour l'agriculture, bleue pour les océans, l'autre grande exploration qui nous attend dans les décennies qui viennent. Nous sommes là avec des changements d'une profondeur extraordinaire. L'agriculture de haute technologie a commencé. C'est vraiment un changement total dans la manière d'envisager ce type d'activité. C'est une activité, l'agroalimentaire et l'agriculture, et on va dire l'exploitation des océans, qui nous permet des éléments de croissance durable extrêmement forts, des créations d'emplois extrêmement importantes, pourvu que nous basculions dans ce nouveau monde. Là encore, deuxième remarque, la France, l'Europe, mais la France. La France est considérée depuis des siècles, mais en particulier depuis la création de l'Europe, comme la grande puissance agricole, l'immense puissance agricole. On va y revenir, c'est un peu légèrement embêtant, évidemment, que cette première place qui nous était reconnue pratiquement de fait, eh bien, nous l'ayons abandonnée pour des raisons économiques, et que nous soyons dépassés aujourd'hui par l'agriculture allemande ou par l'agriculture néerlandaise, et que des régions comme la Bretagne, par exemple, qui a misé complètement sur l'agroalimentaire, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont de cette région est sinistrée aujourd'hui. Au moment où l'agriculture devient l'immense défi, l'immense potentiel, nous sommes en France au moment où notre agriculture balbutie. Troisième domaine, c'est le domaine des biotech. La génétique, la révolution génétique, nous en sommes juste au démarrage. Nous n'imaginons même pas à quel point la génétique va pouvoir bouleverser complètement la façon dont nous vivrons. Les biotech, c'est en application économique les biotech blanches, les biotech vertes, les biotech rouges, blanches pour la production industrielle, vertes pour l'agriculture, rouges pour la santé humaine et animale. Dans ces trois dimensions, on estime demain que ce seront les grands groupes mondiaux qui seront à l'intérieur de ces activités. Google, le géant numérique, a décidé d'investir massivement à l'intérieur de toutes les biotech. En clair, Google, le président de Google, a dit l'année dernière aux analystes financiers, toutes les biotech à vendre partout dans le monde, Google est candidat pour les racheter à n'importe quel prix. Et il a dit même celles d'ailleurs qui ne seront pas à vendre. À n'importe quel prix, elles seront toutes à vendre. Il rajoute aux analystes, cette politique va nous conduire à avoir 99% d'échecs. Nous aurons 99% d'échecs dans les sociétés biotech que nous rachèterons, mais dans le 1% que nous gagnerons, permettra à Google d'être de très loin la plus grande société du monde dans 10 ans. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans les biotech. Quand vous êtes dans les grands congrès de biotech économiques aujourd'hui, en particulier quand ils se passent en Californie ou à Las Vegas, vous avez sur une estrade comme celle-là, on va dire le plus fort contingent, ce sont les savants français. Les savants français, vous m'entendez bien, même pas européens, français. Alors les Européens sont loin devant, mais les Français sont parmi ceux qui ont le plus gros contingent. Nous avons toutes les armes pour être dans cette révolution biotech. Ah oui, juste quand même, le problème, c'est que Google n'est pas français. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous avons développé des startups, que nous avons mis dans nos pépinières, que nous avons donné des subventions départementales, régionales, nationales à ces entreprises qui arrivent et se présentent dans un amphi comme celui-ci à l'étranger, le projet sur lequel elles sont, tout le monde applaudit, mais vraiment applaudit fortement. Et à la fin, vous avez quelqu'un qui attend en disant « Vous voulez combien ?» Parce que honnêtement, on vous installe à côté de chez nous. C'est ce qui est en train de se placer sur cette troisième révolution. Mais c'est rien évidemment à côté de la quatrième. La plus importante est celle probablement dans laquelle nous avons là le plus de vertige par rapport à la manière dont les choses changent. C'est la révolution du numérique. La révolution du numérique, vous dites « Ah oui, oui, je sais, j'ai mon téléphone, j'ai mon iPad. » Non, non, tout ça, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade à côté de ce qui nous attend. Aujourd'hui, on estime que la révolution du numérique, elle a juste commencé à donner, on va dire, la toute petite pointe de l'iceberg en ce qui concerne les changements, non seulement les changements économiques, mais même les changements sociaux qu'elle va supposer. Nous sommes juste au départ d'un bouleversement, par exemple, de l'habitat humain. Toutes les projections qui sont faites aujourd'hui sont toutes des projections issues de l'ancien monde. Quand un certain nombre de collègues économistes, un très connu qui s'appelle Gordon aux États-Unis, vous parle de stagnation séculaire, c'est qu'il est uniquement dans une logique d'ancien monde. En disant les nouvelles technologies, je regarde comment elles s'intègrent dans l'ancien monde. Ah bah oui, la robotisation, ça détruit des emplois. Ça détruit des emplois si vous raisonnez toutes choses égales par ailleurs. La robotisation, qui est évidemment le grand enjeu du numérique de demain, va être aussi incroyablement créateur d'emplois dans la mesure où ça va modifier totalement la façon dont on va vivre, mais à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Tout à l'heure, le film de 65 était génial, évidemment. Mais juste, faites comme mes étudiants. Mes étudiants, je leur demande toujours de regarder le film Retour vers le futur 2, Back to the Future 2. Il a été tourné en 1989. Oui, bon, et alors? Et il parle d'une période, le futur en question, c'est octobre 2015.
Sincèrement, allez voir comment, en 1989, nous imaginions 2015. C'est à pleurer de rire. Mais c'est rien à côté des erreurs que nous faisons, non pas pour les 20 ans qui viennent, mais même pour les 5 ans. Le nouveau monde a commencé, il s'accélère de manière absolument incroyable. Aujourd'hui, les sociétés numériques sont déjà les plus grandes sociétés du monde. La plus grande capitalisation boursière pour la première fois dans l'histoire économique n'est plus ni une entreprise automobile, ni une entreprise pétrolière. C'est Apple. On parle de GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Mais ça, on parle de GAFA l'année dernière. Maintenant, on a dit AGAFA avec un A majuscule. A, c'est qui? C'est Alibaba. Alibaba, c'est la nouvelle société numérique qui va conquérir le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a un marché d'1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire la Chine. Nous sommes avec des démultiplications incroyables. Les entreprises les plus chères. Facebook achète une application juste pour regarder les photos. Peut-être vous commencez à la voir, je ne vais pas faire de la pub pour vous. Il l'achète, il la paye $1 milliard, il y a 12 personnes dedans. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui avec des accélérations qui sont absolument prodigieuses, absolument extraordinaires. Nos jeunes, quand ils commencent à tourner dans le monde, ils nous racontent qu'ils arrivent à l'aéroport, quand ils arrivent à l'aéroport en Asie, quand ils arrivent à l'aéroport en Amérique, quand ils arrivent à l'aéroport en Amérique du Sud, mais vous êtes dans l'avion, vous sortez de l'avion, vous sentez sur votre peau le bouillonnement du monde autour de nous. C'est-à-dire cette espèce de changement en accéléré que la science et que les applications sont en train de donner. La souplesse parce que nous allons avoir à nous adapter de manière extraordinaire. Nous avons des facteurs de croissance incroyables, notamment d'ailleurs par rapport à ce que j'évoquais. Vous voyez, dans les nouvelles conquêtes du territoire, eh bien, nous avons évidemment aussi dans l'habitat et dans la construction, nous avons des potentiels absolument inouïs. Simplement, évidemment, il faut que nous ayons la capacité d'y aller. Il faut que nous ayons la capacité de réaction. Il faut que nous puissions envisager d'être non seulement à l'intérieur du train, mais même éventuellement en tête du train. Vous voyez, si je surveille bien parce que je suis paumé dans le temps. Hein, j'ai encore un tout petit peu, 3 minutes, 5 minutes. Hein, donc, si on regarde par rapport à ce que nous évoquions là sur cette révolution du numérique. Là, tout à l'heure, j'ai parlé des savants biotech, j'ai parlé des savants en matière d'agriculture, j'ai parlé des savants en matière d'énergie. Là, dans le numérique, la plus grande révolution, celle qui bouleverse tout, c'est quoi? Le cœur du moteur, c'est les maths, les mathématiques. D'ores et déjà, on peut dire, vous voyez, qu'à la tête des grands groupes, des plus grands groupes mondiaux, au fin du 19e, début du 20e, vous aviez des ingénieurs. Après la guerre, vous avez eu des commerciaux. Dans les années 90, année de folie, vous avez eu des financiers. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous allons avoir de plus en plus de mathématiciens. Ou de mathématiques d'ailleurs. L'un, éventuellement, peut ne pas être totalement compatible avec l'autre. À la fin de l'année 2014, pour la première fois, à l'intérieur d'un très grand groupe japonais et chinois, pardon, pas japonais, ça va content si j'avais fait la confusion. Donc, oui, là-bas, bon. Mais, donc, à la tête d'un très grand groupe chinois basé à Hong Kong, on avait 4 personnes à renouveler au board, au conseil d'administration. 3 personnes sont nommées, comme d'habitude. La dernière, à l'unanimité, eh bien, c'est un algorithme qui est nommé. Un algorithme, un robot, en disant, en fait, pour aider à prendre des décisions, ces gens candidats sont très gentils, mais honnêtement, le robot va nous aider davantage. Alors, c'est un algorithme très puissant, très spécial, développé par l'entreprise elle-même, et on dit finalement, c'est lui qui dirige la boîte. Alors, vous allez me dire, ça fait peur. Ça fait peur parce que nous sommes vieux. Nous sommes des générations d'avant. Les jeunes, aujourd'hui, sont en train de regarder ça et sont totalement enthousiasmés. Les jeunes, aujourd'hui, sont en train de dire, enfin, nous allons pouvoir envisager de vivre totalement différemment de vous. Vos générations d'avant, vous étiez très très contents de votre vie, très bien pour vous. Nous allons vivre différemment parce que ces révolutions sont en train de s'annoncer et elles sont en train de, on va dire, imprégner non seulement la manière dont nous vivons, non seulement la manière dont nous apprenons, non seulement la manière dont nous travaillons, mais même la manière dont nous croissons. Vous voyez le truc incroyable. Je parlais avec des biologistes pour un livre précédent que j'avais fait, qui était un peu moins rigolo que celui-là, mais enfin quand même que c'est lisible. Le monde de demain a déjà commencé, je racontais. Donc j'avais rencontré des biologistes, ils nous disaient en ce moment, vous mettez des radios de cerveau de gamins de 10 ans. On vous identifie tout de suite celui qui est de 2015, par rapport à celui qui est de 85 ou celui qui était de 55. Ils avaient 10 ans les 3 fois, mais celui de 2015, pourquoi il est différent? Parce que le cerveau humain, maintenant, se développe différemment. Nous sommes en train de muter.
Muté parce que quand vous avez un bébé, aujourd'hui, à 1 an et demi, voire même à moins, il commence à utiliser l'iPad quand sa maman a envie de faire une sieste un tout petit peu plus longue ou qu'il a considéré qu'à 5 heures du matin, c'était un peu tôt pour se réveiller. Il utilise l'iPad, c'est-à-dire ses fonctions motrices, ses fonctions cognitives sont en train de se développer différemment de la manière dont on les a envisagées pendant des siècles. Vous allez dire que c'est embêtant, mais non, c'est génial. Ça y est, nous sommes en train d'inventer la planète qui va pouvoir abriter 11 milliards, 16 milliards d'individus, et pas se dire que comment on va faire, je préfère même pas y penser parce que j'ai l'impression que tout va sauter. Non, la science, le numérique nous dit c'est gérable. Mais c'est gérable en acceptant vraiment de se plonger dans ces révolutions. C'est-à-dire en disant que oui, on a commencé à changer, mais c'est rien à côté de ce qui nous attend. Le patron de PayPal souvent utilise ce terme en disant on attendait les voitures sans roues et nous avons juste eu les 130 caractères. Hein, c'est-à-dire la grande innovation, la boîte qui est en train de développer les autres, c'est Twitter, vous l'avez cité tout à l'heure. Mais attendez, Twitter, c'est rien comme application du numérique aujourd'hui. C'est vraiment infinitésimal par rapport à ce que l'on peut penser. Et là, bien sûr, nous, en tant que Français, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que nous avons exactement la matière première qu'il faut. Les mathématiques, c'est l'une des forces traditionnelles de la France. Nous avons la 3e école mathématique du monde. Nous avons les garages et les ingénieurs qui permettent de créer Apple ou Microsoft. 3 petits points. Oui, sauf que nous n'avons jamais eu dans nos garages et avec nos ingénieurs ni Apple ni Microsoft. Que quand je fais le ranking, le classement des grandes sociétés du monde aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise française de nouveau type. Que quand il s'agit de remplacer une entreprise du CAC 40 défaillante, les Américains rigolent en disant CAC 40, ah oui, Forty, il faut avoir au moins 40 ans, c'est ça, pour être dans votre indice boursier. Non, excusez-nous, c'est pas 40 ans, c'est 110 ans de moyenne d'âge. 110 ans. Qu'est-ce qu'on met, nous? On met PSA qui va revenir, qui revient au CAC 40. Ah oui, bravo, c'est très bien, on est ravis pour PSA, mais quand même, où ils sont, nous, nos Google, nos Facebook, etc. Ils sont où en Europe? Mais pire encore, notre école mathématique qui représente des siècles de savoir-faire. Nous sommes en train de la briser, de la faire disparaître. Je me bats comme un damné, par exemple, pour dire on arrête de mettre les bons mathématiciens d'une génération en prépa des écoles de commerce que je vais avoir en face de moi. Parce que le gamin qui est super bon en maths en école de commerce, eh bien 5 ans après, il est mauvais. Enfin, il est mauvais, c'est-à-dire qu'il a son petit copain qui était comme lui, qui est à Polytechnique. Je dis son petit copain parce que malheureusement, il y a trop de garçons et pas assez de filles, Polytechnique. Mais bon, bref, il y en a quand même un tout petit peu, mais pas assez. Donc, on a les deux qui étaient au même niveau à 18 ans. À 23 ans, il y en a un qui est toujours bon en maths, considéré comme un des meilleurs du monde, et l'autre, il n'a plus fait de maths, c'est fini. On lui a appris le commerce, la finance, machin, etc. Tout ça, c'est très, très utile. Mais c'est le monde d'hier. Le monde de demain, c'est foncer vers ces applications et se dire que c'est là que nous avons le trésor qui doit nous permettre non seulement de dire que nous allons pouvoir prendre le train, mais même qu'on doit l'espérer, la France pour demain aura une place au soleil durablement dans le monde qui est en train de se dessiner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe de Sertine. On ouvre pendant 5 minutes si vous avez des questions. Il y a des questions. Reliez bien. Il y a des questions? Il y en a une devant, ah oui, oulala, ici, voilà une question. On vous envoie déjà le micro. tout de vous savez, suite. dans une salle, on n'a pas le pouvoir si on n'a pas le micro. Si, il va y avoir un micro. Si, Attendez, non, mais ne vous inquiétez pas. Je descends, j'arrive et je vous donne un micro tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Présentez-vous et posez votre question. Merci beaucoup. Bonjour, Isabelle Lacoste, B2MTP Gaïa Location. J'avais déjà eu la chance de vous entendre lors de notre journée de décembre. Je repose, à l'issue de cette conférence et à l'issue de celle de maintenant, nous avons les solutions en France, nous avons tout ce qu'il faut, mais comment y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses bougent vraiment? Au niveau politique, je pense qu'on a beaucoup échangé sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien d'entendre qu'on a tout ce qu'il faut, mais comment y arriver? Vous avez noté d'ailleurs que quand je dis ça, vous avez aussi une colère froide, en disant mais c'est incroyable, quoi, parce que vous voyez, il faut être clair, quoi. Ce pays a accumulé tous les avantages par rapport au Nouveau Monde. Après, on ne doit pas oublier, en plus, on est la France. On est la France, c'est-à-dire que le jour où on peut faire du business normalement dans ce pays, mais c'est la Silicon Valley puissance 10. Enfin, vous voyez, vous dites à un Chinois, à un Américain, à un Anglais,
Et même un petit Français en ce moment qui est en Australie ou aux États-Unis, vous lui dites demain, tu peux avoir exactement les mêmes avantages qu'ailleurs étaient en France, mais il n'hésite pas une seconde. On habite un pays de cocagne quand même, hein, ça, on y est toujours. Dans la France, le pays qui voit tous les touristes arriver, les étudiants, ils viennent tous massivement, tellement c'est beau la France. Simplement, les touristes, comme les étudiants, ils repartent après. Et donc là, effectivement, vous avez la colère froide en vous disant, on a les conditions objectives, on a accumulé du savoir-faire, et en effet, on rate tous les trains. C'est-à-dire qu'on est concentré sur l'activité d'avant. Hein, on est content d'Airbus, TGV, Concorde, machin, ou le nucléaire. C'est des technologies des années 20, c'est les gamins des années 20, c'est nos ingénieurs des années 20 qui font la puissance de la France d'aujourd'hui. La puissance de la France de demain, c'est celle de nos gamins d'aujourd'hui, qui sont plus dans ces technologies, plus dans ces approches. Je vous rassure quand même, avec toujours un besoin massif, par exemple, de construction d'habitat. Ça, pour le coup, ça ne changera pas. Mais on doit se projeter effectivement dans le futur. Alors là, c'est la question de Louis XVI tout à l'heure, quoi. C'est exactement ce qui se passe à la fin du XVIIIe, où, pareil, on est au moment de la bascule scientifique. Hein, si vous regardez bien, d'ailleurs, c'est un truc passionnant, quand vous regardez a posteriori économiquement, l'une des grosses conséquences, vous voyez, on voit arriver l'énorme changement du XIXe siècle dès la fin du XVIIIe. On voit les vieilles grandes familles d'avant, riches, qui certaines accompagnent, d'autres comprennent absolument pas. Puis de toute façon, boum, ça va se transférer. Ça va se transférer comment? Par exemple, la sidérurgie, au lieu d'utiliser le charbon de bois, ce qui fait que les gens qui avaient des forêts, c'était eux qui tenaient le truc, elle va devenir avec du charbon normal. Et là, ça y est, c'est fini. On est dans l'explosion et le changement. Mais vous avez dû casser, à la base, toutes les rigidités qui font ce pays. Alors, casser les rigidités, à mon avis, c'est vraiment... Mais d'abord, première chose, l'élément absolument central, c'est dire on repart dans la prise de risque. On repart dans la prise de risque. On est dans une actualité tragique aujourd'hui, du point de vue de l'aéronautique, mais on doit regarder la manière dont, sans cesse, nous commentons, nous analysons ces choses-là. Nous sommes dans le principe de précaution. C'est-à-dire, nous refusons le risque systématiquement. Vous pouvez faire quoi? Dire à un pilote à un moment donné, vous allez changer tous les avions, vous allez mettre 40 000 procédures, etc. Et vous aurez à nouveau un avion qui va se casser la figure. Et à la fin, vous direz, la seule solution, c'est qu'on ne vole plus. Hein, je dirais, donc, on doit dire, ce pays doit retrouver le principe de la prise de risque, alors qu'il est enfermé dans sa logique de prudence. Et là, pour le coup, je ne sais plus où était la baseline que vous aviez avec de Benjamin Franklin sur la question de « je dois changer quand je vieillis pas », c'est que c'est quand même assez, d'ailleurs, elle est assez rude, hein, la phrase, hein, en disant « bon, grosso modo, vous allez mourir quand vous ne changez plus ». Moi, je l'inverserais. Je dirais « le risque, c'est la jeunesse ». Ce pays est en train de vieillir en refusant la prise de risque. Je veux dire, on a en ce moment toutes les conditions pour ça. On voit qu'on est les derniers à vouloir prendre du risque. On a les Espagnols à côté de nous, ils ont pris tous les risques. Les risques politiques, les risques économiques, c'est beaucoup moins d'atouts que nous, et pourtant, ils semblent démarrer beaucoup plus fort que nous. À un moment donné, nous devons communiquer notre approche du risque. Et là, pour le coup, vous voyez, vous êtes un secteur spécifique, mais vous êtes pour la plupart des gens dont la vie, c'est le risque. Votre passion, c'est le risque dans votre secteur d'activité. Quand est-ce que ça va commencer à changer? Quand les gens qui mettent en avant le risque vont commencer à le communiquer autour d'eux. Et peut-être, pour commencer, le communiquer à nos enfants. À nos enfants. Moi, vos gamins, quand je les récupère à la fac, même vos enfants, ils vont me dire « je préfère entrer dans un grand groupe, je préfère entrer dans l'administration parce que j'ai peur du chômage ». Les jeunes gens diplômés aujourd'hui ont peur du chômage. Mais le chômage, ça ne les concerne pas. Il faut leur dire, mais le monde explose. Le chômage, c'est à la limite pour des jeunes gens qui ont 0 diplôme et qui, dans une société figée, n'arrivent pas à rentrer dans un mode de fonctionnement qui va être positif. Mais nos gamins, comment se fait-il que nos gamins les plus éduqués, ils soient, on va dire, avec une espèce de situation de refus du risque absolu? La réponse, c'est clair. C'est que nous leur faisons peur du soir au matin. Nous sommes en train de communiquer sans cesse des messages de peur. Et ceux qui les entendent, ce sont nos jeunes. C'est dramatique. Quand ils s'en vont de France, c'est la première chose qu'ils vous disent. Ils vous disent, j'arrive dans un environnement où on me fait confiance, où je ne fais pas peur, où on peut m'embaucher, même ce n'est pas forcément la question du prix ou quoi que ce soit. Vous voyez, on est dans un environnement où on ose, où on est resté jeune, quel que soit l'âge que vous avez sur la carte d'identité. Pour le coup, je vois qu'on est tous quand même assez supérieurs à 20 ans hein, dans la salle. On va dire qu'on peut rester jeune très longtemps si on continue à prendre des risques, mais on peut être vieux très très jeune si on décide effectivement d'arrêter de la prise de risque trop rapidement. Nous sommes sans cesse en train d'essayer d'encadrer et on va dire de limiter la prise de risque. Je crois que s'il y a une idée fondamentale, c'est de dire où on va, mais pour y aller, il va falloir vraiment basculer. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Autre question? Ah,
Oui. Il y en a une là-bas tout au bout d'abord, je vois, oui, allons-y. Et puis ensuite, je retiens, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il faudra un micro ici. Présentez-vous, je vous en prie, votre question. Bonsoir, monsieur. On ne vous voit pas bien, je crois que vous êtes tout au fond. Mais... Oui, bonjour. Oui, bonjour Charles, le groupe Eurofort. Dans votre présentation vers la mutation numérique tout à l'heure, vous parliez des big data, j'ai bien compris. Vous avez peut-être omis la question des territoires et l'importance de l'Europe. Est-ce que la France seule peut lutter face aux Chinois? On parlait d'1 milliard de personnes. Quand un Chinois lance une application, il a 1 milliard de potentiels clients. Quand un Américain commet Facebook, nous avions copain d'avant en France, c'est Facebook, mais on a 50 millions de pessimistes, ils ont 300 millions d'optimistes. Les territoires sont importants, la langue aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, les territoires sont évidemment capitaux. Vous avez 1000 fois raison. On va dire que le monde de demain, il a déjà tellement commencé qu'on n'en est plus, contrairement à ce que pensent les vieux Européens et les vieux Français, on n'en est plus à dire « Ah, on va regarder comment ça va être dans 10 ans ». On est déjà au moment du partage de pouvoir. La lutte de pouvoir dans le Nouveau Monde a commencé de manière, évidemment, extrêmement sauvage, parce que la lutte de pouvoir, on n'est pas du tout plus civilisé qu'avant. Pour être assis à la table de négociation au niveau mondial aujourd'hui, notamment quand on est en train d'évoquer ces nouvelles technologies, il faut peser 500 millions d'habitants. Moins de 500 millions d'habitants, merci, vous êtes expulsés. C'est le problème du Brésil, trop petit, qui sait qu'il faut qu'il s'allie à la totalité de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe pour faire les 600 millions nécessaires. Ça a été le problème des États-Unis. Ils ont intégré les 120 millions du Mexique, plus le Canada, ils sont à 600 millions, tout va bien. C'est le problème de la Russie. Alors bon, la Russie a des vieilles méthodes pour essayer de récupérer... Bon, mais même, on voit bien, quoi. Je veux dire, ils sont 140 millions, quoi, avant d'arriver. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas arriver à 500 millions par leur vieille méthode, on va dire. Sinon, on risque d'être concerné. C'est le problème de la Turquie, 80 millions, etc. C'est-à-dire qu'on voit l'entité, là, qui parle, l'entité qui a du poids, c'est 500 millions. L'Europe, aujourd'hui, 600 millions. C'est parfait, elle a une place à la table. Sauf qu'à chaque fois, évidemment, quand vous regardez l'Europe, vous ne voyez pas un gars, mais vous en voyez 28, et encore, si tout va bien. Donc vous en voyez 29. Vous en voyez souvent même encore plus, puisqu'à l'intérieur de chacun, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas d'accord. Donc ça, bien sûr, c'est le problème, c'est-à-dire clairement, vous ne parlez plus. Clairement, vous n'êtes plus présent dans le train. Clairement, quand vous allez avoir des entreprises privées qui commencent à envoyer des données à votre force militaire, eh bien vous ne pouvez pas lutter. C'est quand même, les Allemands ont été très interloqués de savoir que même Barack Obama savait quand Madame Merkel disait à son mari de ramener des kartoffeln pour le déjeuner. C'est pas des blagues, puisque ça a été, effectivement, l'affaire Snowden l'a révélé. Et là, on était bien dans la porosité terrible entre la question du pouvoir, le pouvoir est politique, et la question de ces nouvelles entreprises. Donc c'est clair, là, notre entité, notre logique, c'est l'Europe. Mais l'Europe, elle doit être comprise pour ce qu'elle est dans son truc merveilleux, et tellement on voudrait, annonciateur d'une sorte de façon d'envisager le monde. C'est de garder dans la diversité, dans l'Europe, notre diversité. La France, je l'ai évoqué, la France, elle est différente de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne. Elle est différente. Et cette différence est formidable parce que justement, c'est tout un tas d'éléments scientifiques qui sont exactement là où il faut. La France a inventé l'aéronautique, l'Allemagne a suivi. L'Allemagne, vous me direz, a inventé les fusées, la France a suivi un peu. Mais bon, on va dire, bon, c'était pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes époques, quoique d'ailleurs. Mais enfin, donc on va dire, dans l'histoire européenne, une sorte de fécondation mutuelle qui ne signifie pas que tout le monde est pareil. Quand vous gérez une boîte franco-allemande, vous savez bien que vous allez avoir 2 types de personnel totalement différents les uns des autres, les Français et les Allemands. Et que si vous arrivez à les faire fonctionner ensemble, c'est génial. Et je vais vous dire la même chose quand c'est des Britanniques, des Français, des Italiens, etc. C'est-à-dire qu'on a des complémentarités extraordinaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe doit préserver ses énormes avantages concurrentiels, qu'un petit pays comme la France, et là on est d'accord, 65 millions d'habitants, c'est rien par rapport à mes 500 millions, mais qu'un petit pays ait développé autant de réflexions qui sont parfaitement adaptées aux défis qui nous arrivent, c'est génial. L'Europe doit s'appuyer dessus. Après, évidemment, la question, c'est l'extension. Alors après, juste pour finir sur la question des territoires, si vous regardez l'Europe et si vous regardez le partage des pouvoirs, quelle est l'idée absolument fondamentale aujourd'hui? C'est que normalement, une Europe bien faite, elle a 3 grands axes, ou on va dire même 4, et les Italiens vont beaucoup m'en vouloir, même s'ils sont évidemment importants dans les 4. Le premier, c'est l'axe vers l'Est, l'Allemagne. L'Allemagne est clairement celle qui parle à l'Est. C'est pas un hasard si Mme Merkel parle russe et si M. Poutine parle allemand. Bon, il y a des liens qui se sont créés parfois dans la tragédie, mais il y a des liens. La Grande-Bretagne, c'est clair, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que nous avons un lien sur l'Amérique du Nord avec la Grande-Bretagne.
L'Espagne, c'est l'Amérique du Sud. La France, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est évidemment la très très grande zone de développement du XXIe siècle. C'est d'ailleurs pour ça que souvent aujourd'hui, quand on fait des prévisions, mais là évidemment c'est avec des grandes règles, hein, où on trace des traits tout droits, on dit que la pauvreté aura totalement disparu du monde. La pauvreté au sens économique, c'est 2 $ par jour pour vivre. Hein, donc même nos clochards ici en France, qui sont dans un état de pauvreté, etc., sont considérés comme non pauvres d'un point de vue statistique. Mais enfin, la pauvreté aura disparu du monde parce que le continent africain est dans une phase de développement accélérée. Donc là, évidemment, l'Europe, quand elle se regarde, elle doit se dire « j'ai une diversité extraordinaire ». Et j'ai des ouvertures absolument prodigieuses par rapport aux connexions du reste du monde qui doivent nous permettre d'être non seulement, ce que je disais tout à l'heure, dans le train, mais vraiment en tête du train, en train d'inventer à la jeunesse exactement le modèle qui lui convient. Et là, pour le coup, quand on parle de projet européen, c'est ce projet-là qu'il faut donner aux jeunes Européens aujourd'hui. C'est-à-dire, on va être les premiers à avoir la conquête des territoires différente de celle d'avant. Vous voyez, en ce moment, on dit beaucoup aux États-Unis, New York est mort. Ce qui va gagner, c'est Los Angeles, mais Los Angeles a déjà disparu. New York, c'est la ville du 19e, 20e siècle, verticale, concentrée, de la révolution industrielle. Los Angeles, c'est une ville sans centre-ville. C'est une ville qui s'étend, une nappe humaine qui s'étend. Et on dit Los Angeles a déjà disparu parce qu'elle s'étend bien, bien au-delà de ce que l'on attendait au départ lorsqu'on parlait de la ville. C'est ça, le nouvel habitat, avec tout un tas de communautés qui sont en train d'apparaître, avec évidemment tout un tas de constructions, tout un tas de révisions dans la manière d'envisager le futur, la souplesse que j'évoquais tout à l'heure. L'Europe a commencé à penser ça. Elle est en avance, l'Europe du Nord est déjà là-dedans. La France, là, pour le coup, elle n'est pas vraiment en avance. Hein, mais l'Europe du Nord est déjà en train d'envisager cela. On voit des expériences extrêmement intéressantes en Espagne. On voit des fonds privés qui mettent massivement de l'argent en ce moment sur tout ce qui est en train de se faire dans ce type de développement dans l'Europe entière. Simplement, évidemment, pour que ça marche, il ne faut pas qu'on considère que c'est un plus par rapport au monde ancien. Il faut qu'on considère que la bascule doit être frontale, totale, la prise de risque totale. C'est-à-dire, non, on ne peut pas avoir le parachute, les bretelles et la ceinture en disant « Ah oui, non, mais enfin, on garde quand même l'énergie d'avant, puis on va essayer de développer. » Non, on doit basculer vraiment frontalement dans ce nouveau monde. C'est possible aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, avec les avantages territoriaux qu'on évoquait, on sera en effet en tête de train. Monsieur, merci beaucoup. Philippe, vous aviez une question. Je suis trop long. Oui, bonjour, Michel Bosbeuf, B2MTP, Gaia Location. Et je reviens sur la France, toutes nos richesses, toute notre culture, tout notre savoir-faire. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les politiques. Qui va nous diriger? Avec quelle équipe allons-nous réussir à faire ça? Là, je me retourne, c'est ça? Donc, voilà. Je pensais qu'il y avait quelqu'un, et hop, la musique, quelqu'un arrive en disant « Je vous ai compris ». C'était juste pour 65. Hein, mais vous voyez, je crois... Bon, évidemment, on peut attendre l'homme providentiel ou la femme providentielle. Je crois vraiment que c'est quelqu'un qui va être issu de la France, de la base. La révolution qu'on évoque, c'est ça qui est important. C'est que votre réflexion, au fond, elle est quand même trop française. C'est-à-dire, le petit roi Louis XIV va nous faire tout changer. On est quand même toujours dans cette attente-là. Vous voyez, quand je vous parlais de la révolution, puis de la révolution industrielle, ce qui est très, très frappant quand vous regardez, c'est que là, la France, qui devient la 5e puissance du monde, enfin la 6e qu'elle est devenue aujourd'hui, elle le devient par le terrain. C'est les gens, et c'est pas, vous voyez, même ce que je vous disais, c'est pas les grandes familles, les grandes structures, etc. d'avant. C'est des trucs qui sortent en ce moment, on dit, vous voyez, l'économie mondiale, c'est une immense pelouse. Vous avez des brins d'herbe qui sortent partout, et il y en a certains qui brutalement deviennent des baobabs. Bon, pas en Europe, pas en France, mais c'est ça qu'on voit en ce moment. Des brins d'herbe partout. Donc, l'idée, c'est vraiment que du terrain, on ait bien le sentiment qu'on a besoin juste de quelqu'un qui nous dit « Ok, on propose ça à l'ensemble de la population, et si la population est d'accord, on fonce ». Ça s'est produit dans d'autres pays. En Europe, on va dire, si on regarde le blocage que nous avons, puisque là, vous voyez, c'est pas être trop positif, c'est dire, on est bloqué, la France, hein, on est bloqué, c'est vrai. Mais quand vous regardez les blocages, on a eu la Grande-Bretagne que j'évoquais tout à l'heure, des années 70, l'Allemagne des années 2000, qui étaient dans la même situation. C'est pas des gens incroyables qui sont sortis, c'est pas des génies, vous voyez, avec un QI absolument prodigieux. C'est Madame Thatcher ou Monsieur Schröder, enfin qui n'est pas des imbéciles non plus, hein, je veux pas dire, mais vous voyez, mais qui étaient, enfin quoique, j'en sais rien d'ailleurs, je les connais pas bien. Mais donc en tout cas. À un moment donné, ils ont donné le signal. Et le signal, quand vous dites les politiques, vous voyez, je crois que le politique, là, en l'occurrence, il a juste à dire, bon, maintenant, ok, j'ai compris, on libère tout. Et ce que vous voyez, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces deux cas, c'est exactement ce que je pense qui va se passer en France. C'est juste vous donner le signal, et là, tout le monde dit, oh là là, mais il va falloir 15 ans, 20 ans pour que ça... Non, non. 6 mois après,
tout d'un coup, tout réexplose. On a un tel potentiel que ça réexplose positivement. L'Angleterre, 75, l'Angleterre, 72, donc ça fait, je sais pas, 17 ans, machin. Non, 7 ans, 7 ans de votre association. On avait les Rolling Stones qui venaient en exil fiscal en France, quoi. Je veux dire, c'est quand même impensable, quoi. Les gens disaient le paradis fiscal, c'est la Côte d'Azur. Bon, les Anglais fuyaient la Grande-Bretagne. On disait, ce pays est mort, ça y est, c'est fini, ils s'en sortiront jamais, c'est bloqué de partout. Mais quand tout d'un coup, vous avez quelqu'un de nouveau qui apparaît, qui dit maintenant, stop, on arrête, on ne peut plus continuer comme ça, on est dans le mur, mais l'année suivante, tous les chiffres se réaméliorent verticalement. C'est la même chose avec Schröder en Allemagne. Il dit donc maintenant, on arrête Agenda 2010, il va perdre les élections, hein, etc. Mais du jour au lendemain, vous voyez, bram, tous les chiffres qui se remettent à monter verticalement dans l'économie allemande. Donc le politique, ce n'est pas un génie qu'il faut attendre, c'est juste ce que nous devons, on va dire, être de plus en plus dans cette situation où le politique, il le sent. Aujourd'hui, il sent la peur, le politique. C'est pour ça qu'il vous retransmet la peur. Et voire même quand il transmet bien la peur, il fait des très très gros scores. Très très gros scores quand il fait très très peur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, et d'ailleurs, vous voyez même que le politique, il commence même à dire « oui, il a raison, je vais dire que j'ai peur hein, », parce qu'a priori, ça marche. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on va dire « la peur, c'est fini, on va prendre des risques, on va se planter », parce que quand on prend des risques, ça ne marche pas parfois. Hein. On aura le droit à l'échec, mais en revanche, on va foncer vers un objectif qui est celui qu'attendent nos jeunes. Ben, les politiques, il va sentir que le terrain, il est prêt à ça. Eh bien, à ce moment-là, comme par hasard, il va avoir cette idée. Vous voyez, je crois vraiment, moi, qu'on a les politiques qui nous ressemblent. Et je ne crois pas nécessairement à l'homme providentiel, à Louis XIV ou au grand Charles. Donc, Puis-je vous demander d'applaudir deux personnalités, Evelyne Delia et Philippe de Sertine. Merci beaucoup, Philippe de Sertine.